Boire beaucoup de lait, manger du poisson, c'est bon pour la santé. On ne peut pas nourrir la planète avec une agriculture 100% bio. En matière d'alimentation, chacun a son commentaire à faire. Mais qu'en est-il réellement? Marc Dufumier, bonjour. Bonjour. Vous êtes agronome, professeur émérite à AgroParisTech, expert auprès des Nations Unies et de la Banque mondiale. Et vous venez d'écrire ce livre, 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation. C'est aux éditions Alary. Alors on est en plein salon de l'agriculture. Évidemment, c'était l'occasion de faire le point sur des idées reçues. On va commencer avec cette idée que le lait, c'est bon pour la santé, c'est riche en calcium, ça renforce les os. En fait, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Boire beaucoup de lait et boire du lait tout seul peut être néfaste pour la santé. C'est très riche en calcium, mais il y a aussi beaucoup de protéines acidifiantes qui contribuent à faire en sorte que notre organisme, pour corriger cette acidité, va aller parfois chercher le calcium dans les os et faire en sorte que précisément on peut avoir une décalcification et plus tardivement l'ostéoporose pour certains. Donc boire beaucoup de lait et tout seul peut être néfaste pour la santé. Boire un peu et accompagné d'un bon jus d'orange, d'aliments alcalinisants, ça peut être meilleur. Le poisson, quand on était petit, on nous disait que ça apportait beaucoup de phosphore, que c'était bon pour la mémoire. Bon, on sait aujourd'hui que c'est un peu n'importe quoi, mais le poisson, c'est bon pour la santé en revanche, s'il n'est pas pollué. Alors, ce que je raconte là dans les idées reçues, c'est précisément que le poisson, globalement, c'est vrai, c'est riche en calcium, c'est riche en protéines. Les poissons gras peuvent être riches en oméga 3. On a envie de dire c'est bon pour la santé. Seul petit problème, c'est que beaucoup de poissons d'élevage souffrent de la présence d'antibiotiques, y compris, vous savez maintenant, l'histoire des saumons norvégiens, un insecticide, le pou de mer et autres. Et les poissons de pêche, notamment dans les mers fermées qui récoltent tous les déchets industriels, peuvent être riches en PCB, riches en métaux lourds et autres. Et donc, vaut mieux bien choisir ces poissons, manger plutôt des poissons qui mangent le plancton plutôt que des poissons carnivores. Comment vous savez et des ça poissons. Enfin, je veux dire, si on n'est pas spécialiste, on va demander aux poissonniers est-ce qu'ils mangent plutôt du plancton que d'autres petits poissons. Oui, et de préférence, vaut mieux acheter un poisson frais au bord de mer en Bretagne que du poisson surgelé et un saumon sur lequel il n'est pas indiqué les origines. Pourtant, on dit que les poissons les plus frais sont ceux qui viennent à Paris et que ceux qui sont en bord de mer n'ont pas forcément les plus frais parce qu'on privilégie la capitale, c'est faux? Il y a des circuits de commercialisation, oui, du poisson qui privilégient la capitale, mais enfin, quand vous achetez sur un port à Dieppe ou autre, vous avez quand même quelque chance d'avoir un poisson de pêche et qui a véhiculé dans l'océan et pas dans une mer fermée. Alors, à vous écouter, à vous lire, il vaut mieux pour beaucoup de produits acheter bio pour notre santé. En recherchant un petit peu, on avait, nous, plusieurs fois relayé des études qui montrent qu'en tout cas pour les agriculteurs, c'est évident que tout ce qui est sans pesticides, c'est mieux pour leur santé, mais que pour le consommateur, on n'avait pas trouvé d'études vraies qui montrent un vrai bénéfice pour la santé. On en est où ? Alors je cite dans mon livre les études en question. La dernière méta-analyse, c'est l'université de Stanford, montre quand même que les produits bio, du point de vue de vitamines un peu pour les fruits et légumes, quelques éléments minéraux, mais précisément ceux qui nous manquent, quelques oligo-éléments qui nous manquent, c'est quand même meilleur. Et alors là où c'est décisif, effectivement, c'est l'absence ou la moindre présence de restes issus pesticides. Et là vraiment, c'est aujourd'hui là-dessus qu'il faut faire très très attention pour notre santé, c'est d'éviter, notamment alors pour les générations jeunes, on prévoit malheureusement que depuis l'exposition in utero, c'est-à-dire en fait l'exposition de la femme enceinte, jusqu'un peu après la puberté, en tout cas la fin de la croissance, les jeunes qui ont été exposés, y compris par l'alimentation, à ces pesticides, à ces perturbateurs endocriniens, donc pas tous les pesticides, mais un grand nombre d'entre eux, risquent d'avoir une espérance de vie en bonne santé, sans maladie neurodégénérative, bien des années antérieurement aux gens de ma génération qui avons été moins exposés. Mais c'est à la portée de toutes les bourses aujourd'hui, honnêtement, de manger bio ou pas? Alors, le produit bio, parce que c'est une agriculture plus artisanale, il faut impérativement qu'à l'échelle du producteur, ce soit plus rémunérateur, donc ça fait quand même un produit plus cher, mais il est démontré, c'est une étude INSERM aussi que je cite dans mon livre, sur 50 000 consommateurs, donc c'est pas rien, que ceux qui consomment bio, dans les catégories de population, ceux qui consomment bio sont aussi ceux qui ont modifié un peu leur régime alimentaire et par exemple mangent moins de viande rouge, plus de protéines végétales, et donc on peut manger bio pour le même prix. Le produit bio doit rester plus cher payé aux producteurs, mais on peut manger bio pour sur l'assiette complète, on arrive à... Absolument. C'est quoi ce que vous appelez l'agriculture alternative? C'est-à-dire qu'on a l'agriculture industrielle d'un côté, qui est très critiquée. On a le bio,
Et puis il y a une troisième voie, c'est l'alternative. C'est-à-dire que si on oppose l'agriculture industrielle, qui a voulu effectivement produire à grande échelle et des produits bas de gamme, il faudrait dire une agriculture artisanale. Et évidemment, l'agriculture biologique, elle, avec ses rotations diversifiées, est plus artisanale. Ça fait quand même des produits plus soignés. Après, il y a toute une série de dénominations, agriculture raisonnée, agriculture raisonnable, de conservation et autres. Beaucoup d'agriculteurs font des efforts quand même aujourd'hui pour produire mieux. Soyons clairs, j'aurais envie de dire, et c'est d'ailleurs un peu les propos du ministre, dire une agriculture inspirée de l'agroécologie, faire plutôt l'usage intensif des ressources naturelles renouvelables plutôt que d'énergie fossile et d'agrotoxiques. C'est une agriculture, en fait, sa vraie qualité, c'est d'être plus soignée, plus artisanale. Et c'est vrai que l'agriculture bio, alors elle a le mérite d'avoir une certification étatique, des organismes certificateurs, eux-mêmes certifiés par l'État. C'est quand même l'agriculture bio aujourd'hui qui ressemble plus à l'idéal de l'agriculture inspirée par l'agroécologie. C'est meilleur pour la santé, mais si on reste très pragmatique, est-ce que ça a plus de goût? Alors, ça peut plus de goût. D'abord, les goûts, les couleurs, oui, chacun. Ce que je veux dire, question. Quand vous, oui, bien sûr. On dit qu'aujourd'hui les radis, par exemple, n'ont aucun goût, les tomates n'ont pas de goût. Mais c'est vrai. Je pense l'archétype, c'est effectivement, et je cite ça dans le livre, je cite, je crois, les tomates et les pommes, pour être très honnête. Alors, sachez qu'il y a une grande gamme de variétés existantes en France sur les pommes et les tomates. Le problème, c'est que quand on achète dans un rayon d'un supermarché, on n'en trouve que très peu. Et elles ont été sélectionnées pour des critères qui sont évidemment le rendement, pour une part, la résistance à un certain nombre de parasites, et notamment de champignons, éviter que ça pourrisse, et puis le transport, la faculté de résister au transport. Et quand vous sélectionnez sur une longue période des tomates et des pommes sur ces critères-là, vous pouvez exclure des critères de goût. Alors, je n'ai pas dit que toutes ont perdu totalement leur goût, mais c'est vrai quand même que, on va dire, dans les rayons des supermarchés, les pommes et les tomates ont perdu beaucoup de leur. Elles sont belles. Elles sont belles. Elles sont bien rouges, c'est bien rouge, c'est bien brillant. Elles peuvent rester plusieurs jours à l'étalage, oui, absolument. C'est pas forcément ce qui me rassure. Sur l'avenir, vous êtes plutôt optimiste ou pas? Est-ce que vous pensez que les experts et nos responsables entendent toutes ces alertes, malgré tout, qui sont émises par des gens comme vous ou pas? Pour être très honnête, je reste optimiste parce que je sais que techniquement, il y a bien des agricultures alternatives. Il y a des alternatives à cette agriculture industrielle. Est-ce que d'un point de vue socio-économique et du coup politique, nous sommes prêts à amorcer cet énorme virage qu'il nous faudra opérer là dans les années qui viennent? Je n'en suis pas complètement sûr, même si on voit bien. Il y a encore 4-5 ans, on disait l'agriculture biologique, c'est l'âge de pierre, c'est la bougie, c'est un retour au passé. Alors que maintenant, au contraire, on me dit, mais attendez, monsieur Dufumier, ce que vous êtes en train de dire là, c'est très intéressant, mais c'est beaucoup trop sophistiqué. En fait, c'est très savant, c'est soigneux, c'est artisanal, ça exige donc plus de travail à l'hectare. C'est une agriculture intensive en emploi aussi, donc on peut concilier les considérations sociales et environnementales et qualité sanitaire des aliments. Et donc finalement, mon livre, je pense, donne un petit côté optimiste quand même à la fin. Merci beaucoup Marc Dufumier. 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation, c'est aux éditions Alary. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, et bon appétit.